Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai lancé un appel aux associations locales et elle a répondu tout en douceur et même de façon joviale. Elle m'a carrément dit « J'ai fait un coming out positif. Est-ce que j'ai ma place ici ?»« Of course mon ami, viens c'est parti. On va peut-être parler de TSA. » Bonjour Elina. Bonjour Pauline. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom et tes pronoms s'il te plaît ? Alors je m'appelle Elina et mon prénom c'est elle. Merci. Où est-ce que tu te situes dans la queerness dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Alors moi je suis lesbienne et j'ai réalisé récemment que j'étais aussi demisexuelle. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, ça veut dire que quand j'ai une attirance pour quelqu'un, j'ai forcément des sentiments. Enfin en tout cas j'envisage quelque chose sur le long terme. Je ne peux pas être attirée par exemple par une célébrité ou quelqu'un que je connais pas en fait. J'ai du mal à trouver une personne attirante si je la connais pas, si je connais pas sa façon de parler, son énergie, tout ça. Ok. Mais on n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne ? Alors en tant que personne, je me définis comme quelqu'un de très vivant et de très intense. Je suis quelqu'un qui a des émotions assez fortes et qui est... Je suis malheureusement assez expressive de visage aussi, alors des fois c'est quelque chose de cool et des fois mon visage me trahit. Pourquoi malheureusement ? Parce que je peux pas faire semblant. Ok, tu peux pas jouer au poker, mais le reste du temps ça va. Voilà, c'est ça. Le reste du temps c'est plutôt chouette parce que du coup les gens savent tout de suite comment je me sens et voilà. Donc ça reste quand même peut-être une qualité. Bah carrément, enfin, moi je trouve que c'est plus facile de communiquer avec toi du coup. Oui, ah bah c'est sûr que si tu dis quelque chose et que je suis déçue ou triste, mon visage il tombe d'un coup. Et par contre, si tu me fais un compliment ou tu me dis quelque chose de sympa, vraiment on a l'impression qu'on refait ma journée quoi. Ouais. Tout de suite je m'illumine si on me dit juste un tout petit truc positif. Donc, j'ai un visage rond comme un soleil devant moi. Ah là là. Alors du coup sinon je me définis comme une personne hyper créative. Je suis toujours en train de créer, que ce soit dessiner, écrire, j'adore chanter. Ouais. J'aime beaucoup écrire des poèmes aussi, c'est quelque chose, ça fait partie de mes passions. Il y a donc voilà, beaucoup de choses qui me définissent et entre autres, je suis une personne en situation de handicap puisque j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental. Moi, j'ai été diagnostiquée à 19 ans. Ok. Donc c'est assez tardif malheureusement. C'est vrai que c'est un trouble qui est diagnostiqué un peu tard, surtout chez les femmes. C'est un trouble qui se caractérise par des difficultés sociales, donc dans les interactions. Au niveau du regard, par exemple, j'ai pas forcément la même façon de regarder dans les yeux qu'une autre personne. Je vais regarder un peu plus de manière discontinue, j'ai envie de dire. Et même au niveau de ma gestuelle et tout ça, j'ai pas forcément les codes. Il y a des choses qui sont un peu compliquées pour moi, mais ça reste... on peut progresser, c'est pas quelque chose de figé. J'ai un trouble du déficit de l'attention aussi, un TDAH. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai su quand j'avais 21 ans. Et qui fait que je suis une personne plutôt agitée, qui pense très vite, qui fait beaucoup d'associations d'idées, et c'est plutôt quelque chose de positif dans mon cas, c'est ce qui participe à ma créativité, et c'est vrai que je suis toujours en mouvement, et ça veut pas forcément dire que je suis stressée, c'est juste que mon corps a toujours besoin de bouger, donc voilà. Ok. Juste pour préciser d'où on parle, aujourd'hui tu as presque 25 ans.
Oui, Ok. c'est ça. Est-ce que tu as été gênée par ton trouble du spectre autistique dans ton enfance ? Alors, j'ai été gênée toute ma vie par mon trouble du spectre de l'autisme. Ça fait vraiment très peu de temps que je considère ça comme quelque chose de positif qui fait de moi une personne unique et différente. Mais pendant longtemps, ça m'a vraiment beaucoup handicapée. J'ai été vraiment incomprise par les personnes qui m'entouraient, par mes profs quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, par mes parents, par mes proches, voilà, d'une manière générale, toutes les personnes qui étaient autour de moi, en fait, proches ou pas proches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je supportais pas au niveau de mes sensibilités, que ce soit tactile, gustatif, olfactif. J'avais beaucoup de gêne en tout cas, et je pouvais pleurer ou avoir des réactions fortes parce que j'étais très mal à l'aise dans certaines situations. Et j'ai beaucoup souffert quand j'étais petite qu'on me force à faire la bise, des choses comme ça, alors que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, j'arrive à dire non quand j'en ai pas envie, mais quand j'étais petite, je n'avais pas vraiment le choix, et ça a été quelque chose de compliqué pour moi, donc je force jamais les enfants à me faire la bise parce que ça m'a tellement trop mal. Ouais, tu m'étonnes. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut jamais forcer un enfant à faire la bise ou à faire un câlin s'il n'en a pas envie, parce que vraiment ça risque d'impacter ensuite notre comportement quand on sera adulte. On ne saura pas dire non si on n'a pas envie de s'approcher de quelqu'un. Donc autant apprendre ça dès l'enfance. Le consentement, le consentement, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ouais, exact. Je te fais juste une mini coupure. Je te pose cette question parce que d'avoir été diagnostiquée à 19 ans, comme tu dis, ça peut être tard. Et du coup, tu n'as pas pu bénéficier d'aménagement pour tes études, par exemple. C'est ça. Jusqu'à 19 ans, effectivement, ça a été très compliqué. Maintenant que je suis diagnostiquée, donc je suis étudiante à la fac, je peux avoir des aménagements. J'ai un tiers-temps, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien. Les gens sont bienveillants, mais ça n'a vraiment pas été le cas quand j'étais au collège et au lycée. Voilà, ça a laissé des grosses traces quand même. Ouais. Et aujourd'hui, tu ressens que tu as besoin de tout ça et ça te correspond, tous ces aménagements ? En fait, j'en ai besoin. Si je veux avoir autant de chance que les autres, il me faut des aménagements, puisque j'ai toujours sinon plus d'efforts à fournir pour écrire plus vite, pour me concentrer, pour simplement pour comprendre. Des fois, si on me dit 3 phrases, parfois je vais pas me rappeler de tout, alors que je peux avoir une bonne mémoire, mais pour les consignes orales, ça va être compliqué en fait. Donc j'ai besoin d'un peu d'aide, d'un peu de soutien, d'un peu d'aménagement à la fac pour avoir les mêmes chances que les autres, on va dire. Et ça, il faut l'accepter. C'est pas forcément facile au début. J'avais pas envie de les demander, les aménagements. C'est une copine à moi qui est assistante sociale qui a fait un peu de forcing et qui m'a dit, il n'y a pas de honte. C'est clair. Si tu veux avoir autant de chances que les autres de réussir, mets ta fierté de côté. J'ai pas forcément beaucoup de fierté de base. Mais pour le coup, j'avais pas envie surtout d'attirer l'attention sur moi et de venir embêter. En fait, c'était un peu ça. Et en fait, ça les a pas du tout dérangé au service handicap de la fac que je vienne. Au contraire, ils ont trouvé ça très chouette et courageux que je vienne parler de mes difficultés. Ils m'ont bien encouragée, ils ont été hyper souriants, hyper sympas, hyper bienveillants, donc trop bien. Trop bien. Est-ce que ce qu'on te propose, ça te suffit ? Ça me suffit, oui. L'aménagement le plus important pour moi, c'est que pour les partiels, je suis dans une petite salle et pas dans un amphi avec 600 personnes. Parce que vraiment en psycho, on est très nombreux. Moi, je suis en psychologie en première année. Et vraiment avoir beaucoup de monde dans la même salle, c'est très compliqué. Il y a plein de petits bruits et moi, j'ai beaucoup de mal à les trier. Avec le TDAH, on a un trouble, un déficit de l'inhibition latente. En gros, on n'arrive pas à trier. Notre cerveau ne sait pas sur quoi se concentrer. Si tu m'appelles dans un supermarché, je t'entendrai pas. Parce que pour moi, la dame qui marche à côté de moi, c'est aussi fort que ta voix. Et mon cerveau, il se dit pas, tiens, peut-être que c'est plus important d'écouter mon prénom. Donc en fait, on peut m'appeler et dire, pourquoi tu m'as pas répondu ? C'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, Elina, pourquoi tu réponds pas ? Tu le fais exprès ? Ben non, en fait, comme il y a du brouhaha tout autour, des bruits de chaussures, des bruits de discussions, de personnes qui téléphonent, de notifications, de messages de personnes qui sont à côté de moi. En fait, j'entends pas du tout, même si c'est clairement prononcé Elina et que c'est derrière moi, je me retourne pas. J'entends pas. Et puis supermarché, c'est même pas que l'audition, quoi. Enfin, on est stimulé de partout. Voilà, c'est stimulé, c'est le mot que je cherchais. C'est tellement de stimulation dans tous les sens. Enfin, c'est une catastrophe. Mais je pense que c'est compliqué pour beaucoup de monde, les supermarchés. Bien sûr, et puis même pour les enfants. Pour les personnes autistes, oui. Ouais. Enfin, je repense à des contenus de parentalité que j'ai écoutés beaucoup quand ma fille elle était petite, tu vois, mais
en fait, c'est normal qu'il y ait des enfants qui fassent des crises de panique ou de colère dans les magasins. Enfin, il y a tellement de stimulation, c'est normal presque en fait. Bien sûr, même, c'est normal. Puis tout est fait pour stimuler partout, il y a plein de couleurs, il y a plein odeurs de... aussi. Oui. Mais bien sûr. Mais moi, quand je fais les magasins, je suis obligée d'avoir une liste déjà parce que sinon je pète un plomb et je pars dans tous les sens. Et maintenant, j'ai trouvé la technique où j'ai des bouchons d'oreille aussi ou carrément des écouteurs avec de la musique calme. Ça, c'est génial parce que ça permet de se mettre dans sa bulle. Ouais. Moi, ça m'a sauvé la vie, vraiment. Grave. Et en fait, au début, je me dis, mais je vais pas rester à l'écoute si on m'appelle ou s'il y a un problème. Et en fait, s'il y avait un problème, les gens ils vont venir me taper sur l'épaule ou quelque chose. Et puis, de toute façon, voilà. Ok, on a déjà bien avancé sur toutes ces questions. Merci de nous avoir raconté tout ça, c'est génial. Merci à toi. Tu as commencé à répondre, mais on va peut-être creuser un peu le sujet. Que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées ? Alors moi, je suis étudiante en psychologie. Alors, en quelle année ? En première année, pour l'instant, parce qu'en fait, j'ai eu une espèce de pause dans mes études. J'ai eu des problèmes de santé quand j'étais ado, en partie parce que j'étais autiste et que j'étais pas diagnostiquée. Donc il y a eu tout un tas de maladies, des comorbidités, on va dire, qui se sont déclenchées à l'adolescence. J'ai eu de la dépression. Ouais. Je vais juste faire une pause sur comorbidité parce que c'est un mot que j'ai entendu il y a pas longtemps chez ma psy et j'ai paniqué. Est-ce que tu veux donner la définition ou je la donne ? Alors, les comorbidités, ça va être les troubles associés, en fait. Tout ce qui va être tout simplement. autour. C'est pas des raisons de crever. Non. C'est des troubles associés. Oui, parce que comme il y a morbide. Quand ma psy, elle m'a dit, vous avez des comorbidités. Je dis, pardon ? Ce mot fait peur. Grave. Non, c'est qu'on a plusieurs pathologies. C'est ça. Voilà. C'est un peu le jackpot. On a tout d'un coup. Donc moi, comme mon trouble autistique n'était pas diagnostiqué et que j'essayais de compenser de toutes mes forces, j'ai fait de la dépression. Et puis il y avait eu pas mal de harcèlement aussi au lycée. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie. Et d'autres joyeusetés. C'est vrai que je suis tombée assez bas quand j'étais ado. Ça a été vraiment une période difficile. Et donc, pendant 7 ans, j'étais un petit peu en pause. J'ai fait une formation à distance, un BEP photographie, mais sinon, j'ai rien fait d'autre. C'est déjà beaucoup ? Ça m'a déjà demandé pas mal de choses. Et donc là, j'ai fait un diplôme d'accès aux études universitaires l'an dernier, qui m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Ça a été pour moi l'année de la transformation. J'ai rencontré des profs géniaux qui m'ont tellement valorisée. Déjà, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» quand je suis arrivée. Et vraiment, ils ont tout fait pour me dire qu'il n'y avait aucune raison que je rate et qu'au contraire, je pouvais faire des choses chouettes. Et moi, je ne croyais pas du tout en moi. Ils ont réussi à me convaincre et à croire en moi plus fort que moi-même et ça a fini par avoir un impact positif sur moi. Donc ça a été vraiment merveilleux et j'ai eu mon diplôme. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai pu aussi aider d'autres personnes et faire un peu de soutien, de tutorat et ça vraiment, moi j'adore transmettre donc ça a été un vrai plaisir. Trop bien. Et donc tout ça pour dire que je suis arrivée à la fac dans la jungle de la fac et ça s'est extrêmement bien passé. J'adore ce que je fais, je suis absolument passionnée. Moi j'adore la psychologie, j'aime beaucoup la psychologie du développement, même si c'est pas la matière la plus facile et j'aimerais bien être psychologue du langage si j'y arrive. Donc voilà. Génial. Au niveau de mes loisirs, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup écrire des poèmes. C'est vraiment ce qui me permet d'exorciser mes émotions parce que parfois j'ai beaucoup de mal à dire et même à savoir ce que je ressens. Je suis un peu alexithymique pour les gens qui aiment les mots compliqués. J'ai du mal à mettre un mot sur une émotion. Donc je peux me sentir bizarre. Des fois, les gens vont me dire, je reviens d'une situation où il s'est passé des trucs un peu intenses, mais je sais pas trop si je me sens triste, si je me sens déçue, si je me sens en colère contre la personne, si je me sens juste fatiguée parce que c'était peut-être intense et que peut-être que ça m'a demandé de l'énergie sociale, entre guillemets. Bien sûr. Et donc, parfois, il y a juste un gros point d'interrogation dans ma tête et je ne sais pas comment je me sens. Et en fait, écrire des poèmes, ça m'aide. Des fois, j'écris vraiment au fil de la pensée et après, je fais des vers. Sinon, j'aime beaucoup faire du coloriage en écoutant des podcasts de psychologie. Oui, team coloriage aussi. Oui, c'est trop bien. Est-ce que sur la question suivante, tu as des choses à rajouter, c'est-à-dire quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Alors, mes passions, j'adore la cuisine. Vraiment, c'est aussi ce qui m'a sorti des troubles alimentaires. Ok. Alors ça, vraiment...
Je pense que ça fait partie des activités auxquelles on pense pas quand on souffre de troubles alimentaires, mais cuisiner, en fait, c'est vraiment se rapprocher de l'ennemi petit à petit. Au début, on n'est pas obligé de manger. Après, on peut goûter un petit peu, même à peine. Déjà, ça réconcilie avec les odeurs et tout ça, parce qu'on peut arriver à un point où on ne supporte plus les odeurs. Au début, on peut cuisiner cru parce que ça sent moins. Donc simplement faire des crudités avec des sauces à base de yaourt, des choses comme ça. Et petit à petit, mais vraiment, je me suis soignée toute seule. Personne ne m'a jamais dit de faire ça et ça m'est venu un peu de nulle part. Je bois tes paroles là parce que pour moi, la cuisine, c'est une montagne. Je m'en fais tout un foin. Et j'ai peur. Là, je suis en mode, j'ai peur de cuisiner. Alors, vas-y, balance tout. et donc, voilà, pour moi, c'est devenu vraiment une passion. Faire des tests, faire des expériences, essayer des recettes que j'ai jamais faites, travailler le sucre, parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les transformations des aliments. En fait, c'est de la chimie, quoi. Voir le sucre qui change d'aspect, faire du caramel... faire de la tire-éponge québécoise aussi, c'est une sucrerie. Alors de la quoi, pardon ? De la tire-éponge. Ils appellent ça de la tire aussi. Mais attends, j'ai été plein de fois au Québec, j'ai jamais entendu c'est du tire-éponge. sirop d'érable cuit et ils le font parfois sur de la neige. Tu sais, ils mettent un petit bâtonnet et ils tournent. Et ben moi, j'avais fait ça, mais dans une casserole et je l'avais coulé dans un moule. Et j'avais fait donc de la tire avec du bicarbonate dedans. Ça fait une substance un peu comme une éponge, mais c'est vraiment délicieux. Si tu veux, c'est comme du sirop d'érable mais avec de l'air dedans. Et là-bas, ils ont même des barres de tire comme ça avec du chocolat par-dessus. Et tu peux mettre du chocolat et c'est vraiment délicieux. Trop bien. Et donc voilà, la cuisine vraiment m'a réconciliée avec la nourriture. Donc j'ai fait le bonheur de mes parents et de mes amis en trouvant cette passion, même si bien sûr il me reste encore plein de... Ça m'arrive de rater des trucs et tout des fois, mais en fait je prends ça un peu comme un défi. Je me dis tant pis, j'essaierai autrement la prochaine fois. Puis je trouve ça génial la cuisine quand on veut passer du temps avec ses proches, avec ses amis. J'adore cuisiner avec mes amis, mettre de la musique et faire un gâteau, ou avec mon neveu, ma nièce. Et voilà, des fois quand j'ai pas forcément trop envie de discuter, le fait de cuisiner avec les gens, ça permet de partager un bon moment et moi ça me ressource en fait vraiment de cuisiner. C'est trop une bonne idée. Au niveau de ce qui me ressource, je dirais aussi beaucoup la nature et les animaux. J'adore les animaux, vraiment ça me fait tellement de bien le contact des chevaux, des chats, des chiens et la nature, voilà, marcher pieds nus dans l'herbe. Mettre les pieds dans l'eau quand je me balade quelque part, simplement me promener, et autant me promener seule que me promener avec d'autres personnes, mais dans tous les cas être en plein air. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as des animaux toi-même ? Alors oui, j'ai un chat qui est le bonheur de ma vie, c'est mon enfant et qui est resté chez mes parents, déjà parce que ma mère n'aurait jamais voulu que je lui enlève son chat, parce que c'est aussi son chat à elle. Et en plus, moi j'habite dans un petit appartement en ville, donc je préfère que mon chat puisse rester chez mes parents et avoir un accès à l'extérieur. Je préfère qu'elle soit bien plutôt que d'être avec moi. Voilà, tant pis, je la vois quand je repasse chez mes parents. Cool. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as appris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle ? Alors, l'histoire de mon coming in, elle n'est pas forcément très simple et très joyeuse au début, mais tout se termine bien, heureusement. Alors, il faut savoir que pendant 5 ans, j'ai eu un crush sur la même fille et voilà, donc c'était... en fait, je me rendais pas du tout compte que c'était un crush. Moi, j'étais complètement dans le déni. Et je me rappelle encore avoir dit à mes parents j'aimerais trop vivre avec elle, elle est tellement intéressante, j'aimerais trop l'écouter parler tous les jours, prendre mon petit déjeuner avec elle. Et mes parents, ils me regardaient bizarrement. C'est trop Et mignon. j'adorais cette fille, vraiment. C'était, je crois que je l'oublierai jamais. Elle a jamais su que je l'aimais en plus. C'était quelqu'un dans ton école ? Non, pas exactement. En fait, c'est une fille avec qui je faisais de l'équitation. Ok. Et donc voilà, elle ne l'a jamais su. Et aujourd'hui, voilà, si j'ai un conseil à donner aux gens, n'attendez pas 5 ans pour dire à quelqu'un que vous l'aimez, parce que vraiment, j'ai perdu tellement de temps. Et en plus, je me rendais même pas compte que je l'aimais d'ailleurs. C'était très étrange. Je sais pas si tu connais la bande dessinée de Élodie Font, qui s'appelle Coming In. C'était dans mes recommandations, tout à fait. Oui. Et cette question du coming in vient justement de Élodie Font. Ok, bon, trop bien. Du coup, tu vas voir de quoi je parle. Oui. Parce qu'elle a fait la BD et le podcast aussi. Et donc, en fait, quand Élodie Font parle des croix rouges mentales,
ça me parle beaucoup puisque c'est ce que je faisais dans ma tête avec cette fille. Dès que j'imaginais un truc un peu amoureux, un peu romantique, un peu tendre, un peu intime, dans ma tête, vraiment, il y avait comme une croix rouge et je me disais non, c'est pas bien, il faut pas penser à ça, il faut pas imaginer de choses autres que de l'amitié. Et donc pendant ces 5 ans où j'ai eu ce crush sur cette fille, je m'interdisais de penser tout ça. Et quand je suis passée enfin à autre chose et que le temps a continué à s'écouler et je me suis apaisée sur certaines choses, il y a eu mon diagnostic d'autisme et tout ça, et ben j'ai repensé à cette fille et je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour elle, et en fait les Croix-Rouges ont arrêté de faire leur apparition malgré moi, et je me suis rendu compte que ça me faisait quelque chose, en fait ça me faisait frissonner d'imaginer qu'on aurait pu vivre quelque chose, et ça me faisait des émotions que j'avais jamais ressenties en fait, puisque moi j'ai jamais eu d'attirance pour les garçons. J'ai eu un petit copain très vite fait au lycée, mais vraiment ça me faisait rien du tout de l'embrasser, d'être avec lui. C'était vraiment pour faire comme tout le monde, et je me rendais bien compte en plus que j'étais pas attirée. Et du coup, ce que tu me disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est que tu as même cru que tu étais asexuelle à ce moment-là. J'ai cru que j'étais asexuelle, et donc quand je me suis rendu compte que j'avais aimé cette fille, je me suis dit oh là là, j'aurais tellement préféré être asexuelle. J'ai pensé que mes parents allaient me rejeter, j'ai vraiment imaginé le pire. Tu vois, je me suis vraiment fait des scénarios catastrophes, et en plus j'habitais toujours chez mes parents. J'aurais dû leur en parler, parce qu'en fait ils m'auraient rassuré. Mes parents ils ont été vraiment cool, ils l'ont bien pris. Et moi, quand j'ai réalisé que j'avais aimé cette fille et que du coup j'étais lesbienne, parce qu'en fait tout s'est enchaîné, quand j'ai compris pour cette fille, j'ai compris pour d'autres. Une amitié qui m'avait fait beaucoup pleurer quand j'étais ado, et vraiment ma mère m'avait dit mais t'es sûre que t'étais pas amoureuse, parce que vraiment tu pleures vraiment comme on pleure pour un chagrin d'amour. Et en fait, il y a plein de fois où j'aurais pu comprendre que j'étais lesbienne, et j'ai vraiment refusé de le voir. Et voilà, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ce déni dans lequel j'étais, parce que vraiment, mon animal totem, c'était l'autruche. J'avais vraiment la tête dans le sable le plus loin possible. Donc, à une époque où moi je pensais que j'étais pas lesbienne, et vraiment je ne voulais même pas y penser, et pourtant tu vois j'étais en train de découvrir mon côté un peu masculin, parce que j'ai quand même une vibe un peu masculine. J'étais en train de découvrir que j'aimais bien avoir les cheveux courts, que j'aimais bien des fois mettre des vêtements un peu masculins, et ben je me disais tout le temps j'espère que les gens vont pas penser que je suis queer, vu que je suis pas trop dans la norme au niveau vestimentaire, au niveau style. Et donc, à cette époque-là, moi, j'étais vraiment... je me voyais pas du tout comme une lesbienne, et vraiment, j'étais presque horrifiée à l'idée de penser que je pourrais l'être. Et je venais un jour de dire à ma mère que je détestais le mot hétéroclite, sans aucune justification. En fait, elle a dit ce mot, et je lui ai dit, je supporte pas ce mot. Et donc, je venais de lui dire ça, et quelques jours après, elle regarde la télé, elle regarde une émission sur la 6, et elle voit parler une femme donc, qui explique qu'elle est lesbienne, qui explique comment elle a su qu'elle l'était. Elle avait 47 ans et elle venait de le découvrir, donc elle expliquait comment ça s'était passé, son cheminement. Et cette femme dit pendant ce témoignage qu'elle ne supporte pas le mot hétéroclite, et elle éclate de rire, et elle dit c'est sûrement parce qu'il y a hétéro dedans et tout ça. Et il faut savoir, parce que vraiment ça fait beaucoup trop de signes, que cette femme portait le même chemisier que celui que j'avais acheté quelques semaines avant, un chemisier bleu pâle avec des petites fleurs rouges, et vraiment c'était le même chemisier de la même marque, ça se voyait, c'était la même coupe. Et ma mère m'a dit elle est un peu comme toi cette dame. Et j'ai eu tellement chaud, vraiment j'ai fait comme une mini crise d'angoisse, j'ai eu très chaud, j'ai transpiré, j'ai senti la sueur dans mon dos, tu vois, vraiment quand on frissonne, vraiment qu'on se dit oh là là, au secours, je veux surtout pas être dans cette situation, je voudrais tellement disparaître sous terre. Et ben là c'était vraiment ça. Et j'ai maudit presque cette femme qui était à la télé. Je me suis dit mais pourquoi elle dit ça, et pourtant dans ma tête j'étais pas lesbienne, mais ça veut dire qu'au fond je le savais. Mais t'as fait une homophobie intériorisée. Oui. Ah mais complètement. Et tu vas halluciner, hein. Je suis allée au musée tout à l'heure. Ouais. C'est un grand musée qu'il y a ici. C'est un musée national. Et on rentre dans une pièce et on voit une magnifique personnalité publique qui est décédée. Ok. Et j'ai pris l'audio-guide parce que je suis toute seule là et je voulais en profiter au maximum de cette exposition et tout. Et on découvre que la personnalité publique dont on suit la vie est homosexuelle. Ok. C'est un gars.
Et un des premiers mots dans l'audio guide, c'est hétéroclite. Tout est lié. Pourquoi est-ce que si le gars avait été hétéro, ils auraient utilisé hétéroclite, tu vois, ou pas, ou enfin moi ça m'a choqué parce que je savais tout de suite on sait qu'il est gay et enfin ça m'a choqué et c'est trop marrant qu'on parle de ce mot-là. Un autre mot quoi, Mais franchement. oui, mais pourquoi ce mot il arrive aujourd'hui? Il est moche en plus. En toute objectivité, bien sûr. Ils disent oui, alors il avait des goûts très hétéroclites. Je vois. Il y a tellement de synonymes possibles. Pourquoi tu prends ça? C'est clair. C'est incroyable quand même. Ouais. Les coïncidences. C'est fou. Synchronicité. Ça marche. Et donc du coup, tu as compris ton lesbianisme. Oui. Et c'est super. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? Alors, donc le tout premier coming out que j'ai fait, c'était à ma mère. C'était le 20 février 2022. Je me souviens parce que c'était un grand jour pour moi. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, ma mère, à la base, n'aime pas trop les homos. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu d'homophobie intériorisée, voire même beaucoup. J'ai entendu pas mal de réflexions quand j'étais petite. Elle a jamais traité différemment les gens gays, mais elle en parlait pas bien. Tu vois, quand elle parlait avec une personne qui était visiblement homosexuelle, entre guillemets, qui était un peu dans le cliché. Ouais, c'est ça. Et il y avait pas de souci. Elle allait être très, très polie. Si un vendeur venait lui parler et qu'il avait quelques manière. Oui, c'est ça, qui pouvait faire penser qu'il était homosexuel. Elle allait pas du tout être mal polie ou quoi, mais par contre, quand elle parlait des personnes homosexuelles, c'était sur un ton un petit peu condescendant et voilà, c'était pas terrible. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai préparé psychologiquement. Je l'ai manipulé. Non, en fait, je lui ai montré des vidéos de la chaîne Paint. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et donc, je lui ai parlé des personnes, je lui ai dit ce que voulait dire LGBT, je lui ai parlé des personnes trans, je lui ai parlé des personnes bisexuelles, de la différence entre bisexuel et pansexuel. Et vraiment, je lui ai beaucoup parlé de la communauté LGBT pendant plusieurs mois. Ok. Et puis elle me disait qu'elle aimait bien Oshi, qu'elle aimait bien, tu vois, je voyais qu'elle n'était pas homosexuelle entre guillemets, puisqu'elle arrivait à trouver vraiment attachant et attachante des personnes gays. Elle trouvait injuste quand elle apprenait un acte homophobe qui s'était déroulé quelque part. Je voyais que elle n'était pas contre les personnes homosexuelles, elle avait juste une petite fermeture d'esprit par rapport à ça. Okay. Et en fait, quand je lui ai dit que je l'étais, elle a eu une réaction qui a été étonnante. Elle m'a dit voilà, c'était pas ce qu'elle aurait voulu, tout ça. Donc sur le moment, après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Parce que du coup, moi, je lui ai dit que j'avais pas envie d'entendre ça et que si je lui en parlais, c'était justement parce que je voulais partager et je voulais que j'avais envie de lui dire qui j'étais, tout simplement. Et après, j'ai compris que c'était l'émotion aussi et qu'elle était vraiment pas mauvaise ou méchante. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle m'avait un peu blessée. Vraiment, on s'est fait un gros câlin. Elle m'a dit « Oh là là, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. » Et elle m'a dit « J'ai envie que tu sois heureuse. » Et vraiment, par la suite, elle a toujours été très chou. Quand je lui parlais d'une fille, ou il y a une fois où j'ai ramené une petite amie, elle a été vraiment hyper sympa, hyper... Enfin, vraiment aucun souci, quoi. C'était juste... je pense qu'elle avait plein d'a priori, elle avait peur de plein de choses aussi, elle avait peur qu'il m'arrive des trucs pas cool et que les gens soient pas gentils avec moi si j'étais lesbienne. Ça, je pense que c'est la crainte de plein de parents. C'est la vraie crainte, c'est une vraie crainte, ouais. Et si on peut aller sur ce sujet-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que... j'en ai parlé sur un épisode précédent, mais en fait, le podcast, il existe pour nous, en tant que personne concernée, mais il existe aussi pour les alliés et les parents. Oui. En fait, parce que en tant que personne queer, on peut être heureux ou heureuse. Ah mais c'est sûr. C'est ça qui est important. Et oui, enfin, c'est dur de se dire peu importe mon enfant, je t'aime comme tu es, mais je veux que tu sois heureux. Alors, il y a deux choses dans cette phrase, c'est qu'il y a l'injonction à être heureux. Oui. Donc t'as hyper attends, faut absolument que tu sois heureux. Hein. Attention. Ouais. Hein. Alors ça, c'est super dur aussi. Ça fout comme un genre de pression. Genre tu dois réussir ta vie, ton couple, tout ça. Exactement. Faut réussir. Exactement. Ça, c'est super dur parce qu'il y a le réussir et il y a le heureux. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
Tu vois, être accepté, être tout ça. chaque personne a sa définition, je pense aussi, tu vois. Ouais. C'est Enfin, est-ce que le fait d'être heureux, ça se résout dans un couple ou dans un travail ou dans ça dépend de chacun en fait, chacun a sa vision. Bien sûr. Et par exemple, est-ce que être soi 100% du temps, être out par exemple 100% du temps, est-ce que c'est être heureux ou heureuse? Pas forcément. Non, pas forcément. Ça dépend aussi de plein de gens. Ouais. Donc il y a ce côté-là il faut absolument être heureux, l'injonction au bonheur. Et à ce côté, oui, les parents, ils vont s'inquiéter quoi qu'il en soit. Et comme je réécoutais un bout de l'épisode numéro 3 du podcast de la saison 1, j'ai interviewé Alan. Et donc, je disais à Alan, quand tu deviens parent, tu signes une case, tu coches une case imaginaire, tu signes un document imaginaire qui dit « tu vas t'inquiéter pour tes enfants ». C'est comme ça. Oui. C'est obligatoire. C'est inévitable. C'est inévitable, je pense. Et que même toi, dans tes études de psy, je pense que tu dois le savoir. Oui. Tu as des enfants, tu vas t'inquiéter, c'est naturel, c'est comme normal. Ça. On est câblé comme ça, de toute bien façon. Sûr. Et heureusement, t'imagines si on s'inquiétait pas. Peut-être qu'il y aurait moins de générations. Oui. Il y a plein d'espèces qui auraient disparu. C'est clair. Mais du coup, c'est sûr qu'on va s'inquiéter si on a un enfant qui va sortir un peu de la norme, que ce soit pour une maladie ou pour une caractéristique physique qui va différer de la norme. Dès qu'il y a un risque en fait que notre enfant soit rejeté ou embêté par d'autres, ou en tout cas qu'il ait plus de risques dans sa vie pour avoir les mêmes droits ou pour avoir simplement les mêmes activités que les autres, c'est normal d'avoir une petite appréhension, mais après ça doit pas justifier le fait de pas vouloir qu'il soit comme ceux-là. Et c'est un peu la peur que j'ai eue avec ma mère. J'ai eu peur qu'elle accepte pas à cause de cette inquiétude-là. Bien sûr. Et en fait, ça a juste créé des questionnements, mais en fait, j'ai facilement pu la rassurer. Et puis, il y a quand même plein d'assauts qui existent. C'est ça. On parle tellement plus de certaines choses maintenant qu'avant. Alors, je dis pas que tout avance. Il y a même des situations qui sont... on avance quand même. Voilà. On avance quand même. Et on a la chance aujourd'hui d'être en France où on est mieux loti qu'ailleurs et on est mieux loti qu'à 20 ans. Oui. Faut pas non plus être misérabilisme tout le temps. C'est ça. Ça c'est l'esprit du podcast aussi que je veux faire dans etc. C'est sûr. On est mieux loti qu'il y a 20 ans. Ouais. Voilà. Puis de toute façon, ça avance forcément puisqu'on en parle. Déjà, même les choses qui vont pas, on en parle. Donc déjà, le fait d'en parler, ça change tout. Je sais plus qui c'est qui m'a dit maintenant. Ah bah oui, maintenant c'est à la mode les personnes trans. Je fais mais ça va pas. Mais ça va pas ou quoi alors? C'est pas la mode, hein. C'est juste que maintenant, enfin, les personnes se sentent... ont le droit d'être elles-mêmes. Mais bien sûr, et puis se sentent assez en sécurité pour le dire. C'est ça. Merde quoi. Je me lâche, mais c'est parce que c'est important pour moi. C'est ça aussi d'être indépendant, tu peux dire des gros mots, merde. Chaque enfant, chaque être humain est de toute façon différent et différente. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de norme. On va tous et toutes à un moment sortir de cette norme. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, pas de pression, s'il vous plaît. C'est ça, autant être soi-même. De toute façon, on ne pourra jamais contenter tout le monde. Et clair. Ça, il faut l'intégrer parce que sinon, la vie nous le fait bien comprendre. Est-ce qu'on a des tips pour intégrer ça? Alors moi, je pense que c'est hyper important d'apprendre à se connaître soi. Ouais. Je trouve que plus on fait cette démarche-là tôt dans notre vie et plus ça nous évite des galères. Mais après, moi, je pense qu'on peut le faire n'importe quand et dès qu'on a l'envie, et je pense que la thérapie aide beaucoup pour ça. Moi, je suis vraiment pro-thérapie et c'est pas parce que je suis en psycho, parce que même quand j'étais pas encore dans mes études actuelles, c'était déjà quelque chose de très important pour moi. Alors, ce qui m'a aidé déjà, ça a été de lire des bouquins de développement personnel et tout ça, de m'intéresser en tout cas à tout ce qui pouvait aider à se sentir mieux et à mieux se comprendre. Moi, je suis pas forcément centrée que sur la psycho et les trucs scientifiques. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu autour. J'ai fait un peu d'hypnose, des soins énergétiques, des choses comme ça. Il y a eu pas mal d'autres types de thérapies qui m'ont aidée, qui m'ont permis de me sentir mieux. Et vraiment apprendre à se connaître, c'est génial. Faire la liste déjà de toutes nos qualités, en fait, essayer de comprendre qui on est. Et ce que ça a changé aussi dans ma vie, c'est que je suis devenue beaucoup plus sélective. Et il y a beaucoup moins de personnes qui ont le droit de venir dans ma vie, de venir dans mon espace. Et donc, je me sens aussi moins polluée, je me protège mieux. Et tout ça, ça m'a aidé à comprendre aussi que être différent, déjà on est tous différents. Et puis c'est quelque chose de super beau de se connaître, de savoir qui on est.
et d'arrêter 2 minutes de se concentrer sur les autres et d'essayer de comprendre les autres, de voir ce qu'on peut faire pour les autres et recentrer tout ça, toute cette énergie qu'on va mettre, surtout quand ça va pas trop, qu'on va mettre sur les autres, la remettre un peu sur soi. Et moi, ce qui m'aide, je glisse ça comme ça, hein, mais ce qui m'aide à bien vivre et à bien prendre soin de moi, c'est que j'imagine presque tout le temps que je prends soin de moi comme je prendrais soin de mon enfant si j'en avais un. Mais oui. Tu vois, par exemple, des fois j'ai envie de manger un truc bien gras et d'aller me coucher sans me laver les dents parce que je suis crevée, parce que j'ai pleuré, parce qu'il y a eu un truc triste. Et je me dis, est-ce que tu laisserais ton enfant faire ça ? Manger un truc gras et aller se coucher comme ça, même sans prendre soin de soi tellement on est au bout du roule. Et ben non. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me prépare un truc, un minimum préparé. Je vais me découper un petit légume et le faire cuire ou me faire des pâtes avec une bonne sauce tomate que j'aime bien, d'une marque que j'aime bien et que j'ai l'habitude de manger parce que quand c'est habituel, c'est meilleur. Quand on est autiste, on aime bien les trucs qui sont un peu toujours pareils. Et voilà, je prends soin de moi comme je prendrais soin soit de quelqu'un d'autre. Mais quand j'imagine que c'est mon enfant, il y a encore plus de tendresse et du coup, j'arrive à me donner une espèce de tendresse et une espèce de douceur que j'ai mis vraiment du temps à me donner. J'ai été vraiment dure et méchante avec moi-même quand j'étais plus jeune. Et oui, j'ai que 25 ans et je dis quand j'étais plus jeune parce que quand même, j'ai pas toujours eu cet âge-là. Et il y a 10 ans, c'était très très compliqué mon rapport avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de me kiffer, quoi. J'ai envie d'être douce avec moi-même parce que de toute façon, je suis la seule personne qui est sûre d'être toujours avec moi-même et de toujours être là pour moi-même. Donc autant que mon rapport à moi-même se passe bien vu que je suis avec moi-même pour toujours. Voilà, c'est trop bien. Franchement, j'aurais pas pu dire mieux. Merci beaucoup pour tout ça. Merci, tant mieux. C'est trop bien. Bon, tu vois, prendre soin de son enfant soi-même, quoi, c'est quelque chose auquel j'ai pensé il y a 2 semaines et que je suis en train de le faire depuis 2 semaines. Tu vois, c'est ouf. Et grâce à la sophrologie, par exemple, le recentrer sur soi et tout, c'est hyper intéressant. Et on parlait des écouteurs aussi tout à l'heure. Oui. Garder les écouteurs, c'est quelqu'un qui veut nous parler à un moment, il nous touchera le bras ou il viendra plus près. Et j'ai arrêté de faire un truc aussi. Moi, j'habite dans un petit village où tout le monde se connaît très vite, ça va très vite et tout. Ouais. Il y a un truc que j'ai arrêté de faire, c'est de regarder les gens dans les yeux. Ah oui. Alors que, tu vois, c'est normalement, tu croises quelqu'un dans le petit village, tu vas regarder dans les yeux, tu dis bonjour, ou quand on tourne et on croise une autre voiture, et on se regarde, tu vois. Oui, on imagine que c'est un passage obligé, alors qu'en fait, tu peux t'en affranchir. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'étais mise à faire ça en mode c'est de la politesse, mais en fait pas du tout. On se force, hein, alors que des fois en fait ça prend juste de l'énergie pour rien. Exact. Moi quand je croise quelqu'un dans un couloir, des fois je regarde la personne 4 fois parce que je sais pas à quel moment il faut dire bonjour, parce que comme ma voix ne porte pas, si la personne ne me voit pas dire bonjour, elle va penser que j'ai pas dit bonjour, elle va répéter bonjour en me regardant avec un mauvais œil, alors que moi je suis juste là, désolée, je parle doucement. Alors une fois sur 2 on m'entend pas, donc vraiment j'essaie de capter le regard, et franchement il y a un moment où on se dit si les gens sont pas contents c'est pareil. Moi je sais que j'ai dit bonjour, je regarde 3-4 fois pour saisir le regard, mais en fait voilà, après on trouve des petites stratégies, un signe de tête ou un signe de la main, et on se prend moins la tête, quoi. Trop bien. Faut arrêter de se mettre tout le temps la pression pour être dans la norme, parce que plus on le fait, plus on stresse et les gens le sentent. Donc on va toujours trouver plus cool quelqu'un qui a une façon de dire bonjour un peu différente, mais qui est décontracté, qui est à l'aise, que quelqu'un qui essaye de faire comme tout le monde, mais qui a visiblement l'air tendu, qui a des petits gestes de stress et tout ça. Mais finalement, on veut plaire à qui ? À soi-même. Bah ouais, c'est ça. En fait, si on se plaît pas à soi-même, de toute façon, ça va se voir. Oui. Parce que déjà, on va être entouré de personnes qui nous aiment pas pour qui on est vraiment, mais pour l'image qu'on renvoie, l'image qu'ils ont de nous. Oui. Et puis même soi-même, on n'est pas authentique. Donc, mais après, c'est très difficile, hein. Parfois, on a plein de raisons de porter plein de masques et c'est difficile d'en sortir. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup à gagner à essayer de mieux se connaître. Voilà. Sans se foutre la pression de tiens, il faut très vite que je sois naturelle et que je sois moi-même. Ça peut être un long chemin, mais déjà avoir envie de l'entamer, c'est déjà beau. Ah, c'est clair. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse ? Alors, je peux te parler de ma meilleure amie, qui est le soleil de ma vie. Oh. Vraiment,
Elle est merveilleuse. C'est une femme que j'ai rencontrée dans une association de personnes TSA, donc personnes avec des troubles du spectre de l'autisme. Et elle était stagiaire, elle était sophrologue. Et moi, j'étais bénévole là-bas, puisque au début, j'étais un peu bénévole, je donnais un petit coup de main. Et puis après, petit à petit, je me suis un peu détachée de cet asso, puisque je vais mieux et j'en ai moins besoin. Mais je suis toujours en lien et j'ai toujours des contacts avec les pros qui travaillent là-bas. Et c'est toujours un bon soutien. Et donc, j'ai rencontré cette amie là-bas. C'est quelqu'un qui a changé ma vie et j'étais une personne très triste et sombre quand je l'ai rencontrée et sa lumière m'a éclairée, je sais pas comment dire ça, c'est quelqu'un qui a vraiment révélé ce qu'il y avait de beau en moi et qui m'a aidée à le voir, et notamment par la sophrologie. Et elle m'a vraiment beaucoup soutenue. C'est avec elle que j'ai fait ma première Gay Pride. Elle m'a aidée à m'accepter. Elle m'a toujours acceptée comme je suis, avec toutes mes bizarreries, avec mes centres d'intérêt des fois un peu bizarres, un peu incohérents entre eux. Et elle a juste un regard tellement doux et bienveillant et admiratif sur moi, et moi la même chose sur elle. Et c'est la relation la plus belle que j'ai en dehors de ma famille. C'est une personne qui fait partie de ma famille de cœur, on va dire. Ouais. Donc cœur sur elle, voilà. On lui envoie des bisous. Oui. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive, ou même avec tes études ? Alors, en lien avec le travail, donc j'ai fait du bénévolat. Pour l'instant, c'est les seules expériences pro que j'ai. Ça me va. J'ai fait du bénévolat dans une asso de personnes autistes, dans 2 endroits, mais notamment dans une association qui est pas très loin de chez moi. Et quand j'ai parlé de mon homosexualité là-bas, il n'y a eu vraiment aucun souci. J'ai eu aucune question qui m'ait mise mal à l'aise, et tout a été vraiment chouette. Au contraire, les personnes ont été soutenantes. On m'a dit quand tu auras une copine, tu nous la présenteras. Voilà, hyper cool. Après, je pense que les personnes autistes ont des fois une espèce d'ouverture d'esprit aussi qui est un peu plus automatique que les personnes. Elles ont peut-être moins besoin d'être déconstruites sur certaines choses. Après, c'est ce que j'ai pu constater dans les personnes autour de moi, et peut-être que c'est pas du tout. C'est ton expérience. C'est ça, c'est mon expérience en tout cas. Et à la fac, ça s'est vraiment bien passé parce que je pense que j'ai attiré à moi des gens qui étaient un peu comme moi, donc des bizarres entre guillemets, et des personnes atypiques avec TDAH, avec autisme, et on a une qui est queer aussi. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, on a facilement parlé de nos vies, de nos expériences, et je me suis retrouvée au milieu de personnes qui étaient un peu comme moi, qui étaient tolérantes, qui étaient un peu folles aussi, un peu rigolotes, qui étaient un peu sans filtre, et donc on a très vite été très à l'aise, et ça m'a vraiment aidée à me sentir bien à la fac aussi, d'avoir ce très chouette petit groupe. Trop bien. Et donc, c'était pas une question, en fait, ton coming out, c'était naturel avec ces personnes-là. Oui, complètement naturel, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as un message positif à faire passer, Elina ? Alors, le message positif que je voudrais faire passer, c'est que même quand on va hyper mal, ça veut pas dire que toute notre vie, on ira hyper mal et qu'on sera toujours dans ce mood absolument nul, à se dire qu'on vaut rien, que la vie est nulle. Et en fait, parfois, c'est au moment où on est au plus bas que les choses peuvent changer très rapidement, et on peut complètement changer d'énergie, complètement retrouver le goût de la vie, simplement avec des rencontres, avec l'acceptation de soi. J'en reviens toujours à ça, mais en fait, pourquoi certaines rencontres m'ont aidée ? Parce que ces personnes-là m'ont aidée à me connaître et à m'accepter. Et si je devais conseiller la petite Elina d'il y a quelques années, qui avait... par exemple, il y a 10 ans, quand j'avais 15 ans, c'était un peu compliqué. Si je devais me parler à moi-même, je me dirais, ne lutte pas contre ce que tu ressens, parce que c'est un truc que j'ai quand même gardé, que j'ai encore aujourd'hui. Je suis encore en cheminement pour accepter qui je suis et ce que je ressens. Mais ne pas lutter contre soi, parce qu'en fait, ça sert à rien. On a l'impression de gagner une victoire, mais on gagne seulement du temps, parce qu'on ne fait que repousser le moment où ça va être compliqué. Et en plus, on va faire quoi ? On va développer des tocs, on va avoir du stress accumulé, ça peut accentuer les TCA, ça peut accentuer les addictions si on en a. Les stratégies d'évitement. Tout ce qui est fuite des émotions, puisqu'on ne veut pas les voir. Et donc vraiment oser regarder à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui change la vie, et ça demande quand même du courage.
Oui. Ça, c'est sûr qu'en fonction de l'éducation qu'on a eue, en fonction du milieu dans lequel on évolue, tout le monde ne peut pas le faire aussi facilement qu'il le voudrait. Mais voilà, le message positif, c'est tout est possible. Franchement, des fois, on a l'impression que c'est fini et qu'on n'a plus aucune porte de sortie, qu'il n'y a plus de lumière possible et que tout est éteint. Mais vraiment, faut continuer d'y croire. Et en tout cas, s'accrocher aux petites choses. Des fois, on a du mal à se dire que la vie est belle, mais ce qui peut être chouette déjà, c'est de noter 3 trucs positifs qui sont arrivés dans notre journée. Peut-être une jolie phrase qu'on a entendue à la radio. Même si on n'a pas eu d'interaction, qu'on n'a pas réussi à sortir, on a sûrement au moins fait une chose qui était positive ou au moins qui nous a pas rendu plus tristes. Donc déjà, on peut s'accrocher à ces choses-là et je pense qu'il y a toujours de l'espoir. On faisait ça à la maison pendant un moment où on se disait c'est quoi que t'as préféré aujourd'hui dans la journée à table le soir, on se disait ça avec ma famille quoi. C'était sympa, faudrait qu'on le reprenne, c'était agréable à faire. As-tu des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta ou autres à nous recommander qui soient queer et positifs, s'il te plaît? Alors, je peux te recommander un très chouette livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime » et qui a été écrit par Marie-Clémence Borden-Nicez, qui est journaliste à la base, me semble-t-il, et qui est donc née dans un milieu bourgeois, voilà, dans une famille très croyante, et qui a fait sa vie avec une femme qui n'est pas du même milieu social, avec qui il y a une petite différence d'âge et tout ça. Et donc, elle a écrit ce livre pour raconter leur histoire. Et pour l'anecdote, c'est mes parents qui m'ont offert ce livre parce qu'ils savent que je suis fan de Marie-Clémence Borden-Nicez. Donc, ils m'ont offert ce livre pour mes 24 ans et ça m'a mis les larmes aux yeux parce que vraiment, c'était trop beau. Je me suis dit, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est trop donc, bien. j'ai savouré ce moment. Sinon, j'ai un compte Instagram, donc le compte Instagram de Marie-Clémence Borden-Nicez, je le recommande aussi. Elle y parle notamment de parentalité queer, de sa vie de couple en tant que femme lesbienne. Elle y parle des petits coming out du quotidien, de tout ce qu'elle peut rencontrer, parfois des phrases un peu surprenantes que les gens peuvent avoir. Donc, elle aborde tout un tas de thématiques qui me semblent hyper intéressante. Ouais. Il y a un autre Instagram que j'aime bien, c'est Amicalement Gwyn. C'est un petit couple de lesbiennes trop mignonnes qui sont ensemble depuis 14 ans, il me semble. C'est du contenu en lien avec la culture queer et parfois humoristique. Et vraiment, j'adore. C'est une belle et longue histoire qui m'inspire et qui réchauffe mon petit cœur. Oui, elles sont trop mimes. Je le vois très bien ce qu'elles sont. Sinon, j'aime beaucoup Élodie Font. Voilà, c'est la 3e fois que j'en parle. Je l'aime vraiment beaucoup, on l'a compris. Donc, elle a fait récemment un essai qui s'appelle « À nos désirs ». C'est un livre qui contient les témoignages de 1200 femmes lesbiennes. Et il y a beaucoup de sujets autour de l'intimité des lesbiennes qui sont abordés, les rencontres, la sexualité, le désir de maternité, l'évolution du désir, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu 2 fois et j'ai prévu de le relire. Trop bien. Je profite tu parlais d'Amicalement Gwyn. Moi, j'aime bien aussi le compte des Sappho. Je ne sais pas si tu les connais. Je les connais, elles sont trop mignonnes. En plus, elles sont en rénovation d'une maison qu'elles viennent d'acheter. J'en peux plus de leurs histoires. C'est trop mignon. Alors, c'est les Sappho. J'adore. J'adore aussi. Et alors, une dernière recommandation, c'est 2 podcasts que j'ai adorés. C'est des podcasts sur Arte, sur la chaîne de Arte. Ça s'appelle Un podcast à soi. Je ne sais pas si tu connais. Il y en a 2 qui m'ont beaucoup plu, qui s'appellent Nos désirs font désordre et le deuxième, c'est Entre femmes. Et c'est des podcasts sur l'histoire en fait de femmes qui se sont découvertes lesbiennes et qui expliquent leur cheminement pour passer de l'hétérosexualité subie au lesbianisme choisi et au lesbianisme épanouissant. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'écouter ces 2 podcasts et j'avais envie de les recommander, tout simplement. J'adore le travail de Charlotte Bien-Aimée, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et j'adore Un podcast à soi. J'ai écouté depuis le tout début, je crois bien. Incroyable, j'adore. Puis vraiment tellement qualitatif avec des extraits de livres toujours hyper pertinents, la lecture magnifique, vraiment ça nous berce, c'est incroyable. Moi c'est grâce à elle que j'ai découvert Audre Lorde et que j'ai commencé à m'intéresser au travail d'Audre Lorde. Ouais. Elle a sorti un épisode il y a pas longtemps là sur les poils, je sais pas si tu l'as écouté. Je l'ai pas encore écouté mais je l'ai vu. Il est sorti et à genre 3h du mat, impossible que je dorme. Il venait de sortir 1 heure avant. Je l'ai écouté à 4h du mat. Je l'ai écouté à 4h du mat. Juste, il venait de sortir. Je dis, parfait, quoi. C'était trop bien. Prochain podcast à écouter. C'est ça.
As-tu un ou une prochaine invitée à me recommander? Marie-Clémence Bordani-16 parce que je l'adore et en plus elle s'exprime tellement bien, c'est tellement agréable de l'écouter parler, donc pourquoi pas Marie-Clémence. Ok, je vais voir si je peux la contacter. Est-ce que tu souhaites dire merci à un ou une inconnue? Alors oui, j'aurais un inconnu à remercier, ça va peut-être être un peu surprenant, mais en fait c'est une personne qui a eu une réaction négative à un coming out que j'ai fait. C'était un moniteur d'équitation que j'ai eu il y a 2 ans, qui m'a posé des questions très intrusives sur ma sexualité. En plus moi je suis très franche et j'ai du mal à ne pas répondre en fait et à contourner les questions. Vraiment, c'est très facile de me faire parler et il m'a mise mal à l'aise avec ces questions. Il a essayé de me faire un peu douter. Il m'a parlé de psychanalyse. Il m'a dit que l'homosexualité, on pouvait la guérir, que ça se passait dans le ventre de la mère, que c'était des conflits avec soi-même. Bon, voilà, des choses non résolues. Ça m'a mise vraiment mal et ça m'a tellement énervée que ça m'a fait un déclic et je me suis dit... Je suis pas assez affirmée, je suis pas assez sûre de moi, j'arrive pas à simplement dire aux gens que j'ai pas envie de me justifier et que j'ai pas envie qu'on me marche sur les pieds. Et je me suis dit, ce qui pourrait m'aider à m'affirmer et à me sentir mieux, ce serait de rencontrer des personnes queer. Et c'est là que je me suis renseignée sur les assos près de chez moi et j'ai rencontré une asso en fait vraiment pas très loin de chez moi et j'ai rencontré des personnes hyper sympas dans cette asso, très chaleureuses, très douces et j'ai été bien accueillie. Donc voilà, la rencontre avec cet asso a changé ma vie et je me rappelle que quand j'y suis arrivée, j'ai par exemple prononcé cette phrase que j'ai dite à une fille que j'ai rencontrée le premier jour. Je lui ai dit, moi je suis pas très fière d'être lesbienne, je préfère pas en parler, c'est pas une fierté pour moi, j'ai pas choisi. Et elle a eu la gentillesse de ne rien répondre à ça et de ne pas me secouer. Elle a dû voir ma détresse. Et aujourd'hui, j'en suis à faire des prides, à dessiner des vulves sur des pancartes et à crier « Vive le lesbianisme, rien ne surpasse le lesbianisme !» et à hurler ça dans les rues pendant les marches des fiertés. Et voilà, et aujourd'hui, je suis drôlement fière d'être qui je suis, pas seulement lesbienne, mais en fait d'être moi. Et si les gens ne sont pas contents, aujourd'hui j'arrête de leur parler et je n'entretiens pas une discussion qui ne sert à rien. Et de toute façon, on peut pas convaincre les gens et puis c'est pas en se justifiant qu'on va convaincre quelqu'un et au contraire, on se respecte pas quand on se justifie trop sur des choses trop personnelles comme j'ai pu le faire sans le faire exprès. Et vraiment, ça m'a fait un déclic, ça m'a servi de leçon. Et je me suis dit plus jamais en fait. Donc peut-être que j'aurais jamais rencontré cet asso absolument génial si ce moniteur n'avait pas eu cette phrase-là. Et donc je me suis dit en fait c'est un truc positif parce que ça m'a bougé, ça m'a fait un déclic. Donc mais c'est hyper important d'aller retrouver ses pairs. Ouais, c'est ça. De pas se sentir seul en fait, de faire partie d'une communauté, le sentiment d'appartenance, là, ça donne des ailes, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis loin de chez moi là, tu vois, et je savais pas trop comment ça allait se passer. Du coup, mon séjour par ici, et je me dis mais il faut absolument que j'aille rencontrer des queers. Bah oui. Je suis là pour 3 semaines, j'ai besoin de ma dose de queer. Oui. Du coup, j'ai envoyé un message à l'asso dont tu parles. Et puis, c'est comme ça que tu as pu répondre, et Loretta également. Oui. Et d'autres personnes que j'ai pas pu interviewer, mais je les remercie quand même. J'ai pas pu caler tout le monde, mais par contre, j'ai eu la chance d'aller les rencontrer lors d'un atelier fabrication de goodies pour leur Pride. Cool. J'ai fabriqué des porte-clés en Scooby-Doo. Je me suis mariée aux couleurs des drapeaux. Et c'était vraiment super d'aller rencontrer ces belles personnes d'ici et vraiment, j'étais hyper bien accueillie, des gens ils sont adorables. Ouais, vraiment trop cool. Big up à eux. Ouais. Et je ne peux pas citer l'association parce que ça casserait l'anonymat. Alors, je voudrais faire un gros bisou à Elios, Jocelyn, Steven, Blandine, Laurence, Véro, Philomène, Lucie, Camille et les autres personnes que j'ai croisées rapidement. Dernière question bonus. Pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast ? Alors, si j'ai accepté de participer à ce podcast et si ça m'a fait envie, c'est parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de me lancer des petits défis en fait, de sortir de ma zone de confort, de faire des trucs un peu inhabituels, tu vois, pas forcément facile pour une personne autiste. Et en fait, je trouve que c'est bon pour l'estime de soi et tout ça, de sortir un peu de sa zone de confort.
Et par exemple, pour encore une anecdote, je suis quelqu'un d'agoraphobe et j'ai un peu peur des situations dont je peux pas m'extraire facilement, comme par exemple les transports en commun. Et ça m'a pris il y a un peu plus d'une semaine, 2 semaines. Il y avait une marche des fiertés lesbiennes dans une grande ville et j'ai décidé d'y aller en bus. Et je me suis dit, quand je serai là-bas, je vais aller visiter plein de trucs, plein d'endroits fermés. Et je vais prendre les transports en commun et je vais voir déjà mon niveau de stress. Est-ce que ça va mieux qu'avant ? Je vais essayer de voir un peu où j'en suis. Et puis je vais essayer de me dépasser. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et puis j'ai essayé vraiment de m'écouter. Si j'étais trop stressée, je me forçais pas. Je rentrais à pied, même s'il y avait une demi-heure de marche. Et en fait, franchement, ça m'a boosté. Ça m'a fait vraiment du bien. Et donc ce podcast, ça fait un peu partie de ces choses-là qui sont difficiles à faire, mais qui font du bien. J'ai pensé à l'aspect thérapeutique aussi de raconter mon histoire parce que ça fait toujours du bien. Et puis en plus j'étais dans une période où je me sentais pas super bien. Ça fait quelques mois que j'avais un petit mini coup de mou, on va dire. C'était pas non plus tragique, mais je me sentais un peu moins bien. Et je me suis dit parler des trucs positifs dans ma vie qui sont liés à ma queerness et à mes différences entre guillemets et au fait que je suis hyper bien acceptée comme je suis. Ça me permet de me recentrer sur la chance que j'ai dans ma vie, d'être bien entourée, d'avoir accès à tout un tas de choses. En fait, se recentrer sur le positif et voir la vie avec des lunettes joyeuses, quoi. Donc je me suis dit que ça allait me faire du bien. Puis rien que le préparer, en fait, ce podcast, rien que écrire sur une feuille toutes ces choses positives, ça m'a déjà fait beaucoup de bien. Donc voilà, pour l'aspect thérapeutique du truc, et aussi parce que j'avais trop envie de te rencontrer, franchement. J'avais l'impression que t'étais trop sympa. Je me disais, j'ai trop envie de rencontrer Pauline. Mais pour de vrai, hein. Je ne sais pas mentir si je dis ça. Je sais pas si je suis rouge, mais je suis rouge intérieurement. Merci. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est une belle rencontre. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Je te remercie beaucoup pour toute ta sincérité et pour moi, c'est un vrai cadeau que tu nous fais de raconter tout ça. Et chaque invité qui passe dans le podcast, ce sont des vrais cadeaux. Et je vous remercie énormément et je te remercie énormément, Elina, parce que c'est vraiment... Si on peut aider une personne à se sentir mieux aujourd'hui, tant mieux. Ouais, c'est ça. C'est le but du jeu, quoi. Si on peut être utile, si on peut être une toute petite... un tout petit déclic, une inspiration, même un tout petit peu, c'est déjà trop chouette, quoi. Grave. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, merci Salut. à toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.